Bonjour, mon invité aujourd'hui est Natacha Polony. Vous venez de publier « Sommes-nous encore en démocratie ?» Alors deux événements récents importants, la crise des Gilets jaunes, la crise du Covid-19, viennent un peu poser la question. Et par rapport à la crise des Gilets jaunes, vous avez un point de vue qui n'est pas, disons, majoritaire dans le monde des médias, et vous regrettez une coupure entre les élites et le peuple, dont la crise des Gilets jaunes vous paraît être un phénomène éclatant. Bonjour, merci beaucoup de m'inviter. Oui, je pense que la crise des Gilets jaunes doit absolument être analysée comme un symptôme et pas comme un fait en soi dont il faudrait en plus utiliser la fin pour juger le début. C'est-à-dire que je pense que ce phénomène qui a surgi de façon totalement inattendue et brutale, c'est peu à peu tordu, a peu à peu été tiré vers une forme de violence indéniable, mais pour autant ça ne signifie pas que le point de départ était le fait d'extrémistes, de fascistes, comme ça a été dit, non seulement par le pouvoir, il faut se souvenir des phrases de certains ministres, Christophe Castaner en particulier, qui parlait de peste brune, mais aussi par les commentateurs, qui se sont, pour certains, totalement, qui ont donné libre cours à une forme de violence verbale qui était assez fascinante à voir. Or, je pense que quand on regarde la crise des Gilets jaunes, elle révèle à peu près tous les dysfonctionnements du système économique tel que nous l'avons construit depuis 40 ans. C'est-à-dire que c'est l'aboutissement d'un cycle, me semble-t-il. Et ce cycle a peu à peu détruit les classes populaires puis les classes moyennes des pays occidentaux. C'est ce qu'on voit dans tous les pays occidentaux, cette espèce de désagrégation due à la désindustrialisation, à la destruction de tous les liens sociaux, de tous les liens, même les liens de sociabilité en fait. C'est d'ailleurs pas un hasard si les Gilets jaunes se sont regroupés sur des carrefours pour recréer cette sociabilité. En fait, c'est la désertification des territoires, c'est un système contraint qui oblige chacun à vivre loin de son lieu de travail, à consommer uniquement dans des grandes surfaces qui peu à peu ont ruiné tous les petits commerces de centre-ville, tout ce qui crée une vie acceptable et aimable pour toutes ces gens. C'est tout ça qu'il faut regarder et pas le fait que quelques excités ont attaqué l'Arc de Triomphe. Est-ce que justement pour la démocratie, c'est pas un danger? On le voit pas seulement en France, c'est quand même un phénomène qui touche tous les pays anciennement développés, cette coupure entre des responsables politiques qui ne sont plus en phase avec les classes populaires. Et je dirais, on a multiplié les canaux d'information, mais je n'ai pas l'impression que les commentateurs soient eux-mêmes, autrefois ils incarnaient quand même, ils représentaient un peu ceux qui les écoutaient, les lisaient, et là on a l'impression quand même qu'il y a eu des jugements pour le moins péremptoires et de mépris social, parfois d'une violence quand même assez grande à l'égard des classes populaires. C'est ce que je disais, fascinante, parce qu'il y a eu une forme de déverrouillage et que certains ont laissé libre cours à leur violence d'une façon presque choquante. Mais je pense qu'il y a deux problèmes en fait là-dedans. Le premier problème, c'est la coupure entre les élites que sont les représentants et les citoyens. Et ce phénomène-là, on peut l'analyser là aussi sur le long terme, mais il est lié en fait au cycle économique, je pense. C'est-à-dire que le néolibéralisme, tel qu'il s'est imposé à partir de la fin des années 1970, a mis en place des règles de contournement de la démocratie, dans le sens où tout a été fait pour que la plupart des grands domaines de décision échappent en fait aux politiques, au nom de l'idée que l'économie serait une science dure avec des lois universelles qu'on ne pourrait pas contourner. C'est l'idée du fameux « il n'y a pas d'alternative », le slogan de Margaret Thatcher, repris par Emmanuel Macron, ce qui n'est pas un hasard. Et tout ça a peu à peu fait en sorte que, alors ça s'est appuyé sur des grandes instances internationales, hein, l'OMC, etc., et qui ont finalement imposé un système de libre-échange généralisé, de marché mondial avec division du travail, faisant de la Chine l'usine du monde, sauf que les citoyens n'ont jamais été consultés là-dessus en fait. C'est-à-dire qu'ils en vivent les conséquences, mais à aucun moment on ne leur a demandé de valider ça clairement. Vous vous rappelez d'ailleurs qu'on leur demande, ils votent à 55% contre le référendum sur la Constitution européenne, qui va être ensuite adopté par 90% des députés. Donc vous mettez en parallèle ces deux chiffres, 90% des députés qui sont les représentants du peuple et 55%. C'est un moment majeur parce que c'est le moment où apparaît de façon évidente
cette rupture et ce détournement de démocratie. En effet, 90% des députés qui votent le traité de Lisbonne, qui est la réécriture exacte du traité constitutionnel, ça signifie que, en fait, les représentants ne défendent pas les intérêts des classes populaires et des gens pour lesquels ils sont censés en fait agir. Et ils le font avec les meilleures intentions du monde, parce que l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions. C'est cette idée qu'ils vont faire le bien des peuples malgré eux. Mais si on est démocrate, on s'aperçoit que c'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est de considérer que le peuple peut se planter, que les choix peuvent être mauvais, mais c'est le choix des citoyens. Et qu'on ne peut véritablement mener une société j'allais dire de façon légitime, que si on accepte l'idée que les citoyens sont des individus raisonnables, qui peuvent commettre des erreurs, mais qui, parce qu'ils sont responsables, ils vont assumer ces erreurs. Et je crois très sincèrement que c'est le seul régime possible et acceptable si on part de l'idée que les êtres humains ont une égale dignité. Sauf que le problème, c'est que justement, à partir du moment où vous avez des représentants qui sont toujours issus des mêmes classes sociales, ce qui est le cas, il n'y a pas de renouvellement des élites. Et c'est encore pire, aujourd'hui où on a renouvelé les têtes, où on a en fait éradiqué les vieux partis de gouvernement, mais où en fait, on n'a absolument pas renouvelé socialement les élites. Il y a très peu d'ouvriers, il y a presque pas d'ouvriers, d'employés. Mais bien sûr. Et du coup... Au moins en 80, il y avait les instits mais socialistes. c'est ça, voilà. Il y avait une... Bon, ça n'a jamais été parfait, on ne va pas rêver. Hein, je veux dire, la démocratie telle qu'on pourrait la souhaiter n'a jamais véritablement existé, mais c'est un idéal. C'est-à-dire qu'on peut souhaiter qu'il y ait une courbe asymptotique, on se rapproche à un moment donné de cet idéal. Là, c'est absolument pas le cas, on s'en éloigne. C'est-à-dire qu'il faut 6 générations pour franchir tous les échelons de l'échelle sociale en France. Et en même temps, vous déplorez dans votre livre une baisse du niveau culturel des élus. Oui. C'est vrai qu'il n'y a plus tellement de grands discours, de grandes envolées, les grands orateurs. On a le sentiment qu'il y a de moins en moins d'élus qui lisent, par exemple. C'est toute la force, par exemple, d'un Jean-Luc Mélenchon, qui est un des rares hommes politiques aujourd'hui à avoir une authentique culture à la fois historique, politique et littéraire. Mais il faut écouter les débats à l'Assemblée nationale. Il y a quelque chose que moi je trouve assez consternant, ce qui est le fait que les références des élus aujourd'hui, ce sont les séries télévisées et certains grands éléments de la pop culture. C'est-à-dire qu'en gros, les citations que vous entendez, les références dans la bouche des politiques, c'est le serpent K. Alors je vous rassure, ils n'ont pas lu Rudyard Kipling, hein, c'est Walt Disney. C'est le sparadrap du capitaine Haddock, ça aussi. Toujours, et Voldemort, quand vraiment ça vole très très haut, si je puis me permettre. Donc il y a quelque chose de gênant, pourquoi ? Parce qu'en fait, une grande part de tout ça, je mets à part le capitaine Haddock et son sparadrap, mais pour le reste, c'est de la culture américaine. Et les séries télé que regardent maintenant tous les élus, c'est en fait du soft power. Ils ont tous intégré cette vision-là. Et je pense que c'est pas totalement déconnecté du fait que nous ayons aujourd'hui des élus, des représentants qui eux-mêmes ne savent pas ce qu'est, par exemple, la laïcité à la française. Et quand je dis laïcité, je parle pas seulement vis-à-vis des religions, parce que la laïcité, c'est l'idée d'un espace public neutre dans lequel les citoyens vont délibérer pour faire émerger le bien commun. Ça veut dire que cet espace doit être protégé contre tous les intérêts particuliers, c'est-à-dire non seulement les religions, mais surtout les lobbies, les intérêts financiers, tout ce qui va essayer à un moment donné de prendre en main cet intérêt général et de le détourner. Or ça, on voit bien que aujourd'hui c'est quelque chose qui semble totalement abstrait. Il y a le ministre qui a dit, parlant de BlackRock, que pour cette société, ce fonds d'investissement américain, la France était une boîte de Smarties. On voit assez mal un ministre sous De Gaulle ou Mitterrand dire ça. C'est un aveu absolument effarant. Et c'est vrai de l'ensemble non pas de l'ensemble, mais d'une grande part de la classe politique, d'ailleurs que ce soit en France ou que ce soit à Bruxelles. Et la puissance des lobbies, c'est de pouvoir fournir clé en main des textes, des amendements à des élus qui n'ont pas le temps, n'ont pas la culture,
n'ont pas les moyens financiers aussi de travailler suffisamment pour justement être véritablement indépendants. Et ça aussi, c'est un problème qu'il faudrait prendre à bras-le-corps véritablement. Mais pour revenir sur la question de la culture, il ne s'agit pas d'avoir une forme de mépris qui consisterait à dire seule la culture littéraire et classique vaut. C'est pas ça. Ce qui m'inquiète, c'est en fait petit à petit la perte de capacité de résistance face au rouleau compresseur du soft power américain et face, j'allais dire, à l'air du temps et à l'évidence des choses. C'est-à-dire qu'un peu de recul historique permet de ne pas prendre pour argent comptant l'ensemble des considérations, et bien sûr le fait qu'on n'y peut rien parce que les règles sont comme ça, c'est-à-dire le libre-échange c'est bien, le protectionnisme c'est la guerre, etc., etc. Alors il y a l'arme de dissuasion massive du vocabulaire, parce que quand vous dites ça, on vous accuse de faire du populisme, et le terme de populisme, qui au départ quand même peut dire être proche du peuple, représenter le peuple, c'est pas forcément négatif, c'est devenu une sorte de rayon paralysant de la pensée. C'est assez significatif qu'un terme qui désignait un mouvement politique, d'abord russe, puis ensuite qui s'est d'ailleurs répandu aux États-Unis, et qui, en effet, voulait mettre en avant les intérêts du peuple, soit devenu une insulte. Mais il y a eu différentes évolutions dans l'histoire politique récente. Donc à un moment donné, on a désigné ceux qui pensaient mal comme des réactionnaires. Puis après, ça a été décliniste, ça a été complotiste, c'est populiste, mais à chaque fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'authentique populiste. Il y en a. C'est-à-dire, si on veut définir véritablement ce que serait le populisme aujourd'hui, c'est l'idée, le fantasme d'un peuple unifié. On confond populisme et démagogie. Bah, évidemment. Mais il y a disons qu'on peut identifier des courants qui s'appuient sur l'idée d'un peuple totalement unifié avec un leader qui incarnerait ce peuple unifié. Or, je pense que quand on est véritablement démocrate, on a conscience justement que le peuple n'est pas unifié. C'est une espèce de dialectique permanente entre l'un et le multiple. Il y a une culture commune, il y a une envie de participer à un destin commun. C'est une prophétie autoréalisatrice, un peuple, mais avec justement des idées divergentes, des intérêts divergents, notamment des intérêts de classe. Et c'est par le processus démocratique qu'on arrive à définir une voie au milieu de ces intérêts divergents. C'est ça le principe. Donc des vrais populistes, il y en a. Mais accuser de populisme tous ceux qui remettent en cause le système tel qu'il est aujourd'hui, c'est criminel. Pourquoi ? Parce que ça renvoie tout simplement tous les mécontents, les déçus, les désespérés dans le bras des authentiques démagogues et populistes. Alors, je pense que c'est ce qu'on voit aujourd'hui, et l'élection de Donald Trump, c'est un des symptômes de ça. Autre, on préfère casser le thermomètre que combattre la fièvre, très souvent. Autre mot, diaboliser, souverainisme, souvent d'ailleurs alors que on célèbre un pays qui est quand même les États-Unis sont quand même un pays très souverainiste, mais ça, c'est jamais un problème. Par contre, le souverainisme dans les pays occidentaux et européens est fortement condamné sans qu'on sache vraiment ce que l'on met derrière ce mot. J'ajouterais d'ailleurs l'Allemagne. L'Allemagne est un pays authentiquement souverainiste. Il défend ses intérêts, les intérêts de ses citoyens. Mais le Royaume-Uni, en faisant le Brexit, fait preuve de souverainisme aussi. Alors on a considéré là que c'était mal, mais c'est tout simplement parce que des citoyens, à un moment donné, ont voulu reprendre en main leur destin. Mais surtout, il faut rappeler, le souverainisme, c'est un terme qui a beaucoup évolué et qui est devenu une insulte, en effet. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs terrifiant. Tous ceux qui défendent le système tel qu'il est ont réussi à assimiler le souverainisme à l'extrême droite, ce qui est quand même un comble, parce que si on veut véritablement revenir à la racine des mots, le souverainisme, ça n'est rien d'autre que la défense de la souveraineté, et la souveraineté... Du peuple souverain. Oui, du peuple souverain, c'est-à-dire c'est 1789, c'est cette invention géniale, c'est l'idée que les citoyens sont adultes et qu'ils n'ont plus besoin d'un souverain de droit divin pour leur dicter ce qu'ils doivent faire. Et on a perdu cette culture-là en France. Je trouve ça, là aussi, terrifiant. Et finalement, si l'on veut aller jusqu'au bout du raisonnement, défendre la souveraineté, c'est défendre la démocratie. On devrait tous être souverainistes, puisqu'on se prétend tous démocrates. C'est la souveraineté du peuple, c'est-à-dire la capacité du peuple à décider de son destin. Ça nécessite mécaniquement la souveraineté de la nation, parce que dans une nation qui n'est pas libre, le peuple ne peut pas décider de son destin. Mais j'ajoute un dernier point qui me semble essentiel, c'est la souveraineté des individus. Et c'est tout le projet républicain. Derrière liberté, égalité, fraternité, il y a ça. Il y a l'idée que pour que les citoyens puissent
ensemble décider de ce qu'ils vont faire, il faut qu'il n'y ait pas de trop grandes inégalités entre eux qui empêchent certains d'exercer leur liberté. C'est pour ça d'ailleurs que je ne supporte pas cette espèce d'opposition idiote entre liberté et égalité. Est-ce que vous êtes plus pour l'égalité, plus pour la liberté ? Il n'y a pas de véritable liberté sans un minimum d'égalité, dans le sens où quand vous habitez actuellement au fin fond de la Creuse, dans un endroit où il n'y a pas d'emploi, où votre pavillon, vous êtes endetté pour le payer, où il n'y a plus de services publics, plus de petits commerces, où les infrastructures sont abîmées, mais de quelle liberté peut-on parler ? C'est ça le principe. Donc le rôle de l'État, c'est de rééquilibrer pour que chacun puisse exercer sa liberté. Donc c'est l'ensemble de ces souverainetés qui doivent être garanties pour qu'on puisse espérer avoir une démocratie qui fonctionne. Alors, autre crise qui nous a frappé en France, mais qui a frappé au niveau mondial, le Covid-19, qu'est-ce que cela vous fait dire sur l'état de notre pays ? Justement, moi, il me semble que cette crise-là a été également un révélateur, c'est-à-dire qu'elle a permis de faire apparaître tout ce que nous avions perdu, en fait. C'est-à-dire l'indépendance, notamment industrielle. Et là aussi, quand on voit à quel point ont été montrés du doigt depuis des années ceux qui essayaient d'alerter sur la désindustrialisation, qui du coup réfléchissaient aux raisons de cette désindustrialisation, c'est-à-dire la mise en concurrence de systèmes économiques qui n'avaient rien à voir entre eux. Quand on regarde par exemple l'entrée de la Chine dans l'OMC et qu'on voit ensuite la suppression des droits de douane de l'Union européenne sur les textiles chinois. 3 mois plus tard, par exemple les pullovers, 3 mois plus tard, les importations de pullovers chinois ont augmenté de 450%. Donc en gros, en 2 ans, l'industrie textile européenne est éradiquée. Est-ce que réellement, on ne pouvait pas s'apercevoir que ça posait un problème ? Et on a vu ça, évidemment, avec les masques, les tests, les respirateurs, etc. Et tout à coup, on s'aperçoit qu'on n'est plus capable de fabriquer quoi que ce soit. Et que quand on ne fabrique pas soi-même, quand arrive une crise, chaque pays sert ses propres citoyens et on se retrouve derrière. C'était quand même pas absolument impensable avant. Mais voilà, il a fallu cette crise pour qu'on s'en aperçoive. Il a fallu cette crise pour qu'on comprenne aussi que le néolibéralisme s'accommode très bien d'un pouvoir autoritaire qui petit à petit rogne les libertés publiques. C'est là aussi, on aurait dû le savoir parce que, a priori, le terrain d'expérimentation du néolibéralisme, c'est tout de même Pinochet. Le Chili, voilà, c'est ça. Donc, il y avait voilà, une possibilité d'entrevoir tout ça. Mais là, il a fallu ça pour qu'on se dise, mais quand même, au bout d'un moment, la conception qu'a ce pouvoir du principe tout simplement de citoyenneté est quand même problématique. C'est-à-dire qu'il y a eu un processus d'infantilisation qui révèle une carence de culture démocratique assez majeure. C'est-à-dire qu'on a voulu mener les populations par la peur au lieu de s'appuyer sur l'intelligence et la responsabilité des individus. Je ne dis pas que tout le monde est responsable et intelligent, mais déjà, je pense que quand on croit à la démocratie, on fait en sorte de mettre en avant les moyens de cultiver l'intelligence des peuples. C'est l'exemple de la Convention citoyenne. On a pris 150 personnes qui n'ont pas fait des propositions plus idiotes que les parlementaires. C'est ça. Alors après, on peut discuter, en effet. Par exemple, on peut considérer que le choix des experts était peut-être un petit peu trop orienté, mais encore que moi, je trouve que les propositions qui ont été faites par la Convention citoyenne sur le climat sont pas excessives, pas du tout. C'est plutôt raisonnable, ça tenait compte à la fois des nécessités de changement et en même temps du fait que ça ne devait pas peser sur les classes sociales les plus fragiles. Donc je ne trouvais pas ça idiot du tout. En revanche, ce qui me fascine dans cette histoire, c'est là aussi l'incapacité à anticiper le fait que cette expérience de démocratie directe allait venir cogner la démocratie représentative. Là aussi, on pouvait le savoir à l'avance. Or, Emmanuel Macron se fout dans le piège, il explique qu'il prendra tout pour finalement reculer après parce qu'il s'aperçoit que ça fâche quelques intérêts. Mais, là aussi, savoir que ça allait fâcher les gens, ça pouvait être anticipé. A priori, une transition climatique, énergétique, va fâcher quelques intérêts. Mais ce sont des choix à prendre et justement, il faut s'appuyer sur la volonté d'une majorité de citoyens, c'est-à-dire mettre en place
une véritable réflexion. La Convention citoyenne sur le climat est un premier pas. Je pense que maintenant, il faut emmener l'ensemble de la population. En revanche, ce qui me gêne là-dedans, c'est qu'une fois de plus, on prend ce qui, on va dire, peut être fait à minima, donc en effet, rénovation énergétique des bâtiments, suppression du plastique à très long terme, etc. Mais à quel moment on se penche sur le fait que des porte-conteneurs qui traversent la planète, des trucs qui pèsent 200 000 tonnes avec 400 containers dessus, c'est une absurdité? À quel moment on s'aperçoit que faire fabriquer à l'autre bout de la planète, c'est idiot? Par exemple là, le porte-conteneur qui a bloqué le canal de Suez, a bloqué donc à peu près 400 navires autour qui sont venus s'entasser. Il y avait dedans du chêne français, qui est donc le chêne français est coupé en France, il est emmené en Chine pour être transformé et il revient sur le marché européen. C'est pas totalement absurde du point de vue climatique, ça? C'est ridicule. Donc en fait, le libre-échange et la division mondiale du travail sont des machines à détruire la planète. Sauf qu'il faudrait remettre en cause l'ensemble du système pour ça. Il faudrait s'apercevoir que, une fois de plus, si on met en concurrence des systèmes qui n'ont pas les mêmes règles environnementales, ça pose un problème. Donc il faudrait mettre en place une taxe carbone aux frontières de l'Europe, c'est-à-dire faire du protectionnisme vert. Bon, mais le terme protectionnisme est imprononçable. Vous parliez tout à l'heure de déclinisme. Quel regard vous portez sur le rôle de la France sur la scène internationale? Est-ce que vous pensez, comme certains, qu'on est déclassé, ou est-ce que vous pensez qu'il y a toujours des capacités de rebond et que la France peut, doit jouer toujours un rôle à la fois actif et singulier sur la scène internationale? Premier point, je pense qu'il n'est pas décliniste de constater qu'il y a un déclin et un recul de la France sur la scène internationale. On peut même analyser les causes de ce déclin. Je pense que notamment la politique étrangère qui a été menée pendant des années, aussi bien d'ailleurs par Alain Juppé que par Laurent Fabius, a été très problématique puisqu'elle a arrimé la politique étrangère de la France à celle des États-Unis. Nous nous sommes privés d'une voix qui était une voix originale. La France, me semble-t-il, a perdu beaucoup de sa culture traditionnelle vis-à-vis des pays arabes et a cessé de parler à cette partie du monde. Je pense que c'est très inquiétant. Je pense que ce qui avait été fait et qui était salvateur, c'est-à-dire de ne pas aller en Irak avec les États-Unis, a été balayé par la suite. Et je crois que nous mettrons beaucoup de temps à reconstruire une possibilité d'avoir une voix originale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas le début de l'ombre d'une politique étrangère véritablement différente. Alors, Emmanuel Macron est très flottant là-dessus, me semble-t-il. Sa campagne de... Il se réclame du gaulo-mitterrandisme officiellement. Oui, mais tout le monde se réclame du gaulo-mitterrandisme. Enfin, maintenant, c'est assez fascinant, mais moi j'ai tendance à juger les actes plutôt que les paroles. Or, ce que je vois, c'est un Emmanuel Macron qui, pendant sa campagne présidentielle, est d'un atlantisme absolument effarant, qui ensuite, dès qu'il est élu, semble mener une politique d'ouverture, de discussion avec la Russie, pour ensuite retourner vers les États-Unis. Heureusement, Donald Trump permet de se trouver un méchant, donc lui et l'ensemble de l'Union européenne se détachent un petit peu. Mais aujourd'hui que c'est Joe Biden, alors même qu'Emmanuel Macron, avant l'élection de Joe Biden, avait dit il va falloir faire attention et ne pas replonger dans l'atlantisme, les signes qui sont donnés actuellement, je veux dire, les positions d'Emmanuel Macron sur Nord Stream 2, par exemple, prouvent à quel point il y a une absence de prise en compte de la nécessité de multiplier les apports énergétiques pour l'Europe. De même, le fait de freiner par rapport au vaccin russe. Oui, le fait de... Voilà, je ne vois pas pourquoi le vaccin russe n'est pas aujourd'hui étudié plus rapidement par l'Union européenne. Nous avons des problèmes d'approvisionnement et on voit d'autres pays utiliser ce vaccin. Marche-t-il, ne marche-t-il pas? Il serait quand même temps de regarder ça avec objectivité plutôt que de se dire que parce que c'est russe, c'est forcément gênant. De même, sur la question qui est à mon avis cruciale de l'extraterritorialité du droit américain, Emmanuel Macron est quand même, en tant qu'ancien ministre de l'économie, celui qui a validé absolument le dépeçage d'Alstom, avec une absence de vision qui est fascinante. Alors on a vu Bruno Le Maire à un moment donné taper du poing sur la table, je me souviens au moment de la rupture de l'accord avec l'Iran, quand Donald Trump a expliqué que toute entreprise européenne qui
investirait en Iran serait immédiatement frappé. Bruno Le Maire a dit « mais c'est inacceptable ». Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Et toutes les entreprises européennes ont quitté l'Iran. Donc on est en train de continuer. Et là, face au discours de Joe Biden qui consiste à reprendre l'espèce de messianisme traditionnel des démocrates américains et à expliquer que les États-Unis ont vocation à guider le monde et à décider qui est fréquentable et qui ne l'est pas, est-ce qu'on a entendu les Européens s'élever contre ça? Est-ce qu'on a entendu Emmanuel Macron dire « mais attendez, ce discours est délirant ». La façon dont Joe Biden est en train de, une fois de plus, de repousser Vladimir Poutine dans les bras de la Chine, histoire d'avoir bien un pôle extrêmement puissant face à nous, ça ne semble pas déranger. Et tous les commentateurs français sont là en train de dire « formidable Joe Biden ». Donald Trump était considéré comme un fou furieux parce qu'il tendait les relations internationales. Mais là, Joe Biden, qui est en train de réinstaurer un climat de guerre froide, ça ne pose pas de problème. Je trouve ça quand même très étonnant. Merci Natacha Polony. Je renvoie à la lecture de votre livre « Sommes-nous encore en démocratie » aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup.